On est très heureux d'accueillir cette première édition du concours d'éloquence. Et puis un petit mot pour ceux qui vont concourir aujourd'hui, quelle que soit l'issue ce soir et les personnes merci, qui seront gagnants et les autres. Tout le travail de préparation que vous avez fait ne sera en aucun cas vain, parce que l'éloquence et la bonne maîtrise de la parole est une arme extrêmement puissante et vous servira tout au long de votre vie. Et donc on est d'autant plus heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette très belle médiathèque et pour la deuxième fois déjà, et j'espère l'année prochaine pour de nombreuses autres occasions. Je serai très bref, juste pour vous dire que moi je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour suivre ce concours et pour le découvrir, parce que je n'en connais pas toutes les arcanes. Et simplement pour vous dire aussi que, voilà, si on a voulu lancer cette initiative d'un concours d'éloquence avec un certain nombre de professeurs, c'est parce que je voudrais que l'on développe dans l'établissement l'année prochaine et dans les années qui viennent un ensemble d'actions autour du développement de l'expression orale et de l'expression écrite. Il y aura l'année prochaine des ateliers qui seront organisés d'expression orale et corporelle. Certaines classes de seconde en profiteront, donc ce ne sera pas vous. J'espère qu'on pourra créer également une web radio. Vous savez que le Move, nous avons accueilli le Move il n'y a pas longtemps, pour une diffusion en direct, et cela s'inscrit dans la même lignée, c'est-à-dire le développement de l'expression orale et écrite pour se faire comprendre. Voilà. Je n'en dis pas davantage, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Éteignez vos portables, s'il vous plaît, d'accord, pour ne pas gêner les candidats. Bonjour à tous. Alors moi, je m'appelle Padina Akavan. J'ai été formatrice de ces charmants élèves. Nous sommes plusieurs formateurs dans 3 lycées, avec pour 154 élèves. Alors, pour être bref, notre but est de transmettre certains outils d'art oratoire pour leur permettre de s'exprimer au mieux, et mieux qu'ils ne le faisaient auparavant, à travers différents exercices qu'ils ont pu voir au cours des séances. Et aujourd'hui, ils ont eu un sujet qui est donc le héros, et ils vont devoir chacun défendre leur héros. Et au final, nous allons avoir 3 gagnants, un premier, un deuxième et un troisième. Alors pour ne pas vous retenir plus longtemps, je vais juste faire une dernière remarque. Lorsque les élèves vont passer, nous ne voulons absolument aucune remarque dans le public, pas de moquerie. La moindre moquerie, l'élève en question sera appelé à venir sur scène, et croyez-moi, les élèves le savent, je le ferai. Donc, aucune remarque déplacée, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien. Oui. Les élèves ont le droit d'applaudir à la fin de chaque prestation. Avec grand plaisir. Après chaque prestation, nous serons ravis d'accueillir vos applaudissements. Voilà. Donc, nous allons commencer, si vous le voulez bien, avec le premier élève, s'il te plaît. Merci beaucoup. Applaudissez. Merci. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Nikita, je suis en classe de seconde C et aujourd'hui je vais vous présenter mon héros. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs et les membres du jury, aujourd'hui nous allons parler de l'héroïsme. La définition officielle de l'héroïsme désigne un comportement exemplaire, un extrême courage face au danger et un dévouement total à la cause pour laquelle on combat. Voyez-vous, on peut très bien être un héros en parole, mais de ne pas l'être vraiment. De plus que la définition d'un héros varie selon la personne. J'ai découvert mon héros dans le livre de Marion Brunet, Frangine. L'histoire se déroule dans un lycée de France et nous raconte la vie d'un frère et d'une sœur qui sont nés grâce à une insémination artificielle, et leurs parents sont 2 femmes. Ces 2 lycéens s'appellent Joachim et Pauline. Joachim a 17 ans
étudie en terminale, populaire au lycée, a de nombreux amis, une copine, et tout se passe bien pour lui. Ce qui n'est pas le cas de sa sœur. Elle a 15 ans, belle, très sympathique, mais son arrivée en seconde n'était pas aussi heureuse que celle de Joachim. Les moqueries sur elle et sa famille se sont manifestées, et Pauline se retrouvait seule. À ce moment-là, Joachim était fou de colère et a tenté de l'aider à tout prix. Il a fait appel à ses amis, Boris, Caris, Olivier et Esther. Au final, ils ont pu arrêter cet enfer. Ainsi, Joachim est un vrai héros car il s'est donné corps et âme pour sa famille. Je vous raconte cette histoire car moi-même je me suis retrouvé dans une situation ressemblante à celle de Pauline. Je viens de Rossoff sur le Don, qui se trouve en Russie. À mes 10 ans, j'ai dû déménager en France. Et mon arrivée en 6e n'était pas plus heureuse que celle de Pauline. Et à ce moment-là, j'aurais voulu avoir un Joachim, un être d'esprit, qui m'aurait aidé. Merci à tous. Alors bonjour, moi je m'appelle Wissam Benassar et je vais vous présenter mon héros aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur, membres du jury, mon héroïne se nomme Marie Durand. Malgré tout ce qui lui est arrivé, elle n'a jamais abandonné. Son courage et sa détermination m'ont inspiré à un point inimaginable. Cette grande dame, méconnue aux yeux du plus grand nombre, est mise en valeur dans l'œuvre d'Isabelle Lacan dans la collection Ceux qui ont dit non. Vous imaginez-vous, aujourd'hui, être enfermé parce que vous êtes musulman, juif, chrétien ou bien athée? Ou alors parce que vous vous réunissez pour célébrer le mariage religieux de votre frère ou de votre sœur? Il faut dire qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, en France, la vision du monde n'était pas la même. Les gens étaient enfermés injustement, sans être jugés. Marie Durand célébrait le mariage de son frère lorsqu'elle se fit arrêter pour avoir effectué des bénédictions protestantes. Elle fut injustement enfermée dans la tour de Constance, à Aigues-Mortes, en 1752. Elle dut y vivre difficilement pendant 38 ans, 38 longues années. Aucun confort, aucune hygiène de vie, beaucoup de maladies. Marie dormait sur le sol et ne mangeait qu'un morceau de pain par jour. Les protestants étaient traités comme de vulgaires esclaves, aussi insignifiants que les murs de cette petite prison. Ils étaient pourchassés, on aurait dit du bétail. Les murs de la prison coupaient Marie du monde extérieur. Elle n'avait pas le droit aux visites. Seule une lettre pouvait lui être remise une fois dans l'année. Elle était désespérée. Elle voyait chaque jour ses compagnons abdiquer leur foi pour sortir de cet enfer. Seule l'inscription « Résister » qu'elle avait gravée sur le mur du puits de la tour lui redonnait de l'espoir. Cela me touche particulièrement, car je me plains souvent de problèmes insignifiants alors que mon héroïne a souffert pendant toute sa vie. Elle a abandonné son futur. Mais elle n'abandonna pas. C'est pour ça que j'admire énormément Marie Durand. Merci à tous de m'avoir suivi. Est-ce qu'il est possible de faire un réglage pour que le micro ne heurte pas la tablette? Parce que j'ai l'impression que ça... Voilà, ça... Merci. Bonjour, je m'appelle Nathaniel Carlier et je vais vous présenter mon héros. Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur, membres du jury et chers publics, mon héros est une personne que vous connaissez tous. Du haut de ses 44 ans, il a su se distinguer par sa bravoure et son courage face au danger.
Le 23 mars 2018, lors de la prise d'otage de Trèbes, notre courageux héros a pris la place du dernier otage retenu, Julie, une caissière du magasin. Ils resteront tous deux, gendarmes et terroristes, face à face durant 3 heures. C'est sûrement en tentant de les désarmer que mon héros a été blessé. 3 ou 4 balles l'ont atteint. Il a été transporté à l'hôpital de Carcassonne, mais il mourra de ses blessures dans la nuit. La France entière s'est émue tant par sa mort que par son geste héroïque. C'est un officier supérieur brillant de la gendarmerie française. Il avait gravi un à un les échelons de la gendarmerie. En 2001, il sort major de l'école militaire interarmes de Saint-Cyr des Côtes-Quidan. Cette année-là, c'est lui qui porte le drapeau des Saint-Cyriens sur les Champs-Élysées pour le défilé du 14 juillet. Sa carrière militaire est pleine de bravoure. Il avait déjà reçu la Croix de la valeur militaire. Il avait consacré une grande partie de sa vie à protéger la France, sur son territoire et à l'étranger. Mais hélas, cette carrière a subi une triste fin. Le 28 mars 2018, seulement 4 jours après sa mort, il était décoré à titre posthume de la Légion d'honneur par notre président Emmanuel Macron, la plus haute distinction de notre République. Et oui, mon héros, c'est Arnaud Beltrame, un héros à l'échelle mondiale pour avoir pris la place d'un otage alors qu'il était face à un terroriste. Il avait un regard perçant, déterminé, sûr de lui. Il n'hésitait pas avant d'agir, même si sa vie en dépendait. La patrie d'abord, la famille après. Ce sont ses propres paroles. Ses caractéristiques, ce sont celles d'un héros. Un héros mort pour la patrie. Cet exploit, ce courage, personne ne songe à oublier. À Valence, tout comme Pau et à Alès, une avenue portera le nom de ce héros, afin qu'il ne quitte pas notre mémoire, celle de tous les Français. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Mathéo Lelu, je suis en classe de seconde C et je vais vous présenter mon héros. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du jury, cher public. Le nom de mon héros n'est pas inscrit dans les manuels d'histoire, mais ses actes y sont. Mon héros est grand, il a d'immenses yeux bleus, globuleux, ce qui apporte à son regard un sentiment de peur. Il a des longs ongles abîmés par le dur travail de la ferme. Ses cheveux sont courts et bruns, et souvent gras. Il ne pense pas être fort, mais il l'est. Il aime porter des vêtements sombres, il a un grand talent pour la moto. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est sa femme. Tous les matins, quand il se réveille, il l'admire comme s'il la voyait pour la dernière fois. Dans sa ferme, il n'a que des vaches et des poules. Il dit à chaque fois qu'il ne se voit pas tuer des animaux. Mais un jour, comme tous les matins, il se lave, il admire sa femme peut-être pour la dernière fois. Car ce jour du 1er septembre 1939, il a dû partir à la guerre. Lui, qui avait du mal à tuer, il demande à être postier militaire. Son travail était de transporter des colis et des lettres à moto pour les gradés français. Un matin de l'année 40, le seul jour où il n'avait pas son arme de service, il se fait attaquer par une troupe de soldats allemands, qui lui tirent dessus à feu nourri. Au début, il simule le mort, mais ces soldats allemands sont tenaces. Il se fait donc embarquer à la prison allemande d'Auxerre. Quelques jours après son arrestation, il se fait torturer, il se fait rouer de coups, mais il ne lâche pas les informations. Étant tenace, il s'est fait déporter dans un goulag en Allemagne, après 5 jours de transport, dans un train où le bout de ses orteils était devenu bleu, car il n'y avait pas de chauffage. L'eau était rare, tout comme la nourriture. Une fois arrivé au camp, un soldat allemand lui tatoue 2 mots sur le bras, Militarischer Gefangene, qui veut dire prisonnier militaire. Cet homme est resté 4 ans au camp. Pour pouvoir rester en vie, il s'est rebellé à plusieurs reprises. Il a creusé des trous sous des barbelés pour pouvoir faire évacuer des femmes et des enfants. Cet homme, c'est Raymond Delacroix, mon arrière-grand-père. Toute cette histoire, je la connais grâce à ma grand-mère, car elle a écrit tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale sur un cahier. Ce qu'elle n'a pas écrit, c'est quand Raymond a été libéré par les Russes. Il est retourné voir ma grand-mère. En 2000, il s'est fait enterrer avec le drapeau français sur sa tombe à Auxerre. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Riwan, je suis en classe de seconde C. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury. Mon héros n'est pas seulement le mien, mais celui de millions de personnes. Il a passé sa vie à lutter contre la ségrégation raciale. Il était prêt à se sacrifier pour parvenir à son but.
C'était un homme de couleur, plutôt grand de taille, qui a toujours le sourire et qui sait le donner aux autres. Mais qu'importe son physique par rapport aux actes qu'il a accomplis. Oui, mon héros est bel et bien Nelson Mandela. Né le 17 juillet à Mvezo, en Afrique du Sud, ce n'est pas encore un héros, mais ne tardera pas à en être un. Pourtant, âgé seulement de 9 ans, son père mourra de la tuberculose. Mais cela ne l'empêchera pas de réussir. Il entreprit de longues études de droit, puis entra au Congrès national africain afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale menée par celle-ci. Il participa à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid. Malheureusement, il fut arrêté par la police sud-africaine puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent très dures, il avait même refusé d'être libéré pour rentrer en cohérence avec ses convictions. Heureusement, il sera finalement relâché le 11 février 1990. Sa santé en prenant un coup, mais possédant un mental d'acier avec la conviction de parvenir à ses fins, il arrive à lutter contre ce pourquoi il est encore en vie et deviendra le premier président noir d'Afrique du Sud. Il reçut le prix Nobel de la paix en 1993. C'est pour cela que Nelson Mandela est mon héros. Il est prêt à perdre la vie pour avoir la paix dans son pays. Mais malheureusement, en 2013 à Johannesburg, un symbole de la lutte contre la ségrégation raciale s'éteigna. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Théo Aliev. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du jury, cher public, la personne dont je vais vous parler aujourd'hui est mon héros. C'est un grand homme, né le 16 avril 1945, à Fort-de-France, en Martinique. D'origine antillaise, Monsieur Joseph Aliev, âgé de 73 ans, exerçait un métier classé dans la catégorie de la fonction publique. Le père de famille s'est de longue vie investi dans la vie de sa commune, Mourou, en Seine-et-Marne, où il s'est installé en 1981. Élu au conseil municipal en 1992, dans l'opposition, il devient premier adjoint au maire en 2007, avant de se présenter aux élections municipales l'année suivante, auxquelles il échoua de peu. Il prend sa revanche en 2014 et devient le maire de Mourou. À l'issue de cette élection, une cérémonie a été organisée à laquelle la doyenne du conseil municipal lui a remis son écharpe de maire. Il a ensuite prononcé un discours auquel un grand nombre de personnes ont assisté, dont moi-même. En 2015, il apprend malheureusement qu'il est gravement malade, atteint d'un cancer du côlon. Joseph Aliev n'était plus en assez bonne santé pour pouvoir poursuivre son rôle de maire, mais il n'a pas cessé de se battre pour le bien de ses habitants et ses proches. Pendant 3 ans, il n'a pas voulu abandonner et a tout fait pour sa commune. En janvier 2018, son état de santé s'empira, mais il décide quand même de présenter ses vœux aux habitants de sa commune. Malheureusement, il décède le 5 février dernier dans l'après-midi. Il fut enterré le 10 février au cimetière de Mourou, avec son écharpe de maire sur sa tombe. De grands hommes politiques l'ont porté hommage pour son courage et ont décidé qu'un futur monument devrait porter son nom. En nous quittant, il a laissé une trace inoubliable dans les pensées d'un grand nombre de personnes. Ce grand homme est mon grand-père. Merci. Bonjour, je m'appelle Edouard et je suis en classe de seconde C. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury. Moi, mon héros est une femme, Rosa Parks. Cette femme afro-américaine, à titre de couturière, est une femme battante, une militante, une icône de la liberté, ne manquant jamais de ressources. Rosa Parks n'est pas toujours la vie facile, que ce soit dans son enfance ou après. Elle grandit dans un foyer où la vie n'était pas toujours aussi facile. À cause du divorce de ses parents, c'est pourquoi elle grandit dans une ferme avec sa mère, son frère cadet, ses grands-parents. Elle fut enseignée par sa mère, qui était institutrice jusqu'à l'âge de ses 11 ans. Puis elle a été envoyée à l'école des filles, à Montgomery, où habitait sa tante. Puis Rosa Parks alla faire ses études secondaires à l'Alabama State Teacher College for Negroes. Néanmoins, elle ne put aller au bout de ses études car elle dut prendre soin de sa grand-mère
puis de sa mère qui était tombée malade. Rosa Parks s'est battue pour les droits civiques de chacun d'entre nous aux États-Unis en Alabama. Dans sa ville natale, elle utilisa tout de son temps libre pour se battre contre toute ségrégation infligée aux Noirs avec l'aide de Martin Luther King et de Edgar Nixon, son avocat, en menant une campagne contre la ségrégation qui dura 380 jours. Par la suite, ils finirent par gagner cette campagne. Rosa fut jugée et inculpée le 1er décembre 1955 à l'âge de 42 ans, à cause de son refus de céder sa place dans le buste de Montgomery pour une histoire de couleur de peau. Elle eut en conséquence de payer une amende de $15. Ce qui est pitoyable n'a pas de sens à mon égard. Mais cela ne l'empêcha pas de continuer pour qu'elle Rosa se battue. Le 13 novembre 1956, la Cour suprême cassera les lois ségrégationnelles dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles. Rosa Parks deviendra une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale, ce qui lui vaudra le surnom de mère des droits civiques. Dans cette lutte, Rosa Parks garda la tête haute, elle persévéra pour mener un tel combat. Car pour mener un tel combat, il faut avoir un mental fort, plein de courage, être déterminé, être dévoué. Et Rosa Parks conserva toutes ces qualités-là. C'est pour cela que cette merveilleuse femme est mon héroïne. Bonjour, je m'appelle Ambre, allez, je suis en seconde C. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, l'héroïne dont je vais vous parler aujourd'hui est une femme extraordinaire qui, grâce à ses hautes qualités, a accompli des prouesses tout au long de sa vie. Née en 1927 à Nice, dans une famille juive non pratiquante, sous l'occupation allemande, elle fait transformer son nom d'origine Jacob grâce à de faux papiers, mais se fait malgré tout arrêter avec sa famille par la Gestapo. Elle est alors transférée dans différents camps, dont Auschwitz et Bergen-Belsen. Elle et ses deux sœurs sont les seules survivantes. Après la guerre, elle choisit de taire les souvenirs de cette jeunesse difficile, entame des études de droit et entre dans la magistrature. Simone Jacob retrouve la France en mai 1945 et épouse Antoine Veil, un futur inspecteur des finances. Elle donne naissance à 3 fils. Professionnellement, elle obtient des postes haut placés dans la vie politique. En 1974, elle est chargée de présenter un projet de loi dépénalisant l'avortement. C'est une idée révolutionnaire, un véritable tournant dans sa carrière européenne. Cette loi a été créée pour aider les femmes ne voulant pas avoir d'enfants et pour éviter la terrible situation des grossesses indésirées. Simone Veil a de nombreuses qualités, grâce à ses expériences professionnelles et son parcours de vie qui n'a pas été simple. Malgré les différentes critiques, mon héroïne n'a jamais abandonné ses idées. C'est une icône de la lutte pour les droits des femmes, un exemple pour de nombreuses personnes. Elle est malheureusement décédée le 30 juin 2017, à l'âge de 89 ans, et doit entrer au Panthéon avec son mari Antoine le 1er juillet 2018. Merci d'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Sabrina Pirali et je vais vous présenter mon héros. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, chers tous, mon personnage n'est pas méchant, mais c'est l'ennemi public numéro 1. Il n'est ni beau, ni jeune, et je ne peux pas dire que ses actes sont des bienfaits. Cet homme est John Kramer, le tueur au puzzle de la saga des films Saw, et également appelé Jigsaw, et c'est pour moi un héros. En effet, cet homme sauve des personnes qui ont mal tourné en leur infligeant des douleurs physiques ou mentales par l'intermédiaire de pièges plus sadiques les uns que les autres. On peut tout d'abord penser que ce personnage n'est qu'un psychopathe tordu sans scrupules. Mais on ne gagne rien à juger sans connaître, et c'est pourtant le passe-temps favori de l'homme, avec un grand H. John fait en fait tout cela pour redonner le goût de la vie à ces personnes. Il a en effet un cancer incurable, et condamné à la mort, il ne supporte pas que des personnes, qui sont pourtant en bonne santé, mettent leur vie en danger ou gâchent la vie d'autrui. C'est pour cela qu'il les place devant un dispositif qui représente symboliquement ce que ces victimes doivent faire
pour se libérer de ce dont elles souffrent dans la vie. C'est un dilemme où elles ont le choix entre la vie et la mort, mais où elles doivent sacrifier quelque chose afin de survivre. C'est une sorte de rédemption. Cependant, cette expérience douloureuse guérit les victimes qui profitent et apprécient enfin la vie. Le cas d'Amanda en est la preuve. Effectivement, avant d'avoir subi l'épreuve de Jigsaw, Amanda était une toxicomane très dépendante à la drogue. Elle s'est réveillée dans une pièce sombre, attachée à une chaise, avec un goût de métal et de sang dans la bouche. Un dispositif de piège à ours inversé est fixé à sa mâchoire. Une minuterie se déclenche et menace de lui déchirer la mâchoire en deux parties. Le cadenas, qui scelle le piège sur sa tête, ne s'ouvre que grâce à une clé, qui se trouve dans l'estomac de son compagnon de cellule, mort. Disposant d'un couteau, afin de lui prendre la clé, elle ouvre le ventre de son compagnon, qui était en fait vivant, et trouve la clé du piège, dans ses intestins. Elle réussit à l'enlever, avant le temps imparti, et témoigne de ce test à la police. Elle affirme que Jigsaw l'a sauvée et qu'elle apprécie enfin la vie. Elle deviendra par la suite l'apprentie et la complice de John dans ses nombreux autres pièges. Le test d'Amanda est le symbole des films Saw, car ce fut la première victime de John. Jigsaw aide donc ses victimes puisque la plupart des survivants prennent conscience que leur vie est précieuse. Mais ses bonnes intentions ne sont pas son seul atout. John fait également preuve d'intelligence en concevant tous ses pièges inventifs. C'est un homme brillant qui anticipe également les réflexes de ses victimes durant leur test. Il mettra par ailleurs tout en place afin d'assurer que son œuvre continuera même avec des imprévus. Il mourra dans la souffrance et aura détruit sa vie et son couple pour sa cause. Nous pouvons donc affirmer que John est bel et bien un héros. Merci à tous. Nous allons donc laisser le jury délibérer pendant un temps pour ensuite avoir les 3 gagnants de ce concours. Merci. Vous pouvez peut-être allumer. Alors, on va prendre quelques petites minutes juste pour présenter le jury avant qu'il ne vous annonce les résultats. Alors, tout au bout, il s'appelle Quentin. Quentin Hellman, qui est formateur comme moi dans un lycée... C'était quel lycée? Voilà, donc vous avez entendu. Qui est aussi étudiant en droit, comme moi. Qui est issu du monde de l'éloquence, comme moi. Donc on est un peu frères et sœurs de l'éloquence. Je vous demanderai aussi d'applaudir. Merci. Je me permets de présenter Maître Karimi, qui est avocate, comme vous l'avez constaté grâce à la robe, qui est avocate en droit des étrangers, je ne me trompe pas, et qui est un des éléments les plus importants du monde de l'éloquence, et plus précisément du monde de l'éloquence lysias, mais vous ne connaissez pas, que vous ne tarderez pas à connaître quand vous serez étudiant, je vous le souhaite. Je vous demanderai de l'applaudir s'il vous plaît pour la rentrée. Et les 2 dernières personnes, vous les connaissez, je pense, de près ou de loin. Nous allons commencer par Madame Gibaud, qui est donc votre professeure de français et qui vous a suivi pendant toute la formation. Pardon ? Non, Riwan, aucune... Donc, chaque formateur est accompagné d'un professeur de français. Vous voyez le lien entre l'art oratoire et le français. Je vous demanderai de l'applaudir pour la remercier. Et pour finir, monsieur le proviseur,
que j'ai l'honneur de rencontrer pour la première fois ce soir, cet après-midi. Je n'ai plus la notion du temps avec ce côté un peu sombre de la pièce qui donne un petit côté intimiste. Voilà. Donc nous vous remercions pour votre présence et nous espérons que Trouve ta voix pourra continuer sur cette voie, comme on dit, avec vous, avec les élèves et les prochaines secondes, si vous ne redoublez pas. Voilà. Je vous laisse la parole pour... Ouais, très bien. Bonjour à tous. Donc, comme Padina l'a dit, je suis issu du monde de l'éloquence. J'ai participé à des concours et je juge également dans des concours, dans des facs de droit. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là. Ça change un peu des plaidoiries vraiment juridiques où quelqu'un va défendre un client qui a violé une petite fille ou alors qui a trompé sa femme. Bon, là, c'est quand même un peu plus léger pour certains. Vous n'avez pas tous des sujets légers pour autant. Donc je vais faire des remarques générales sur ce que j'ai vu parce qu'il y a pas mal de choses qu'on retrouve finalement chez l'ensemble d'entre vous. Donc déjà dans l'essentiel, ce qui est agréable pour nous, c'est d'avoir que vous avez eu un choix dans les héros qui est assez varié. On a vraiment entendu de tout, on a entendu des histoires familiales, on a entendu des figures qu'on connaît déjà, Rosa Parks, Nelson Mandela, ça c'est des grandes figures, et puis on a entendu des choix un peu plus originaux aussi, donc c'était tout à fait satisfaisant. Donc ça sur le choix, c'était vraiment intéressant. Alors je vais vous faire quelques petites remarques, vous allez peut-être me trouver un peu méchant, mais je pense que la plupart de ce que je vais vous dire, Padina vous l'aura déjà dit au fur et à mesure des séances, c'est plutôt des conseils que des critiques d'ailleurs. La première chose, c'est le risque du geste parasite. Et ça, c'est très dur. Je sais à quel point c'est dur vraiment. Typiquement, c'est tenir le pupitre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui rassure la personne, parce que vous y êtes accroché, ça bouge pas, il est là pour vous soutenir. Sauf que l'ennui, c'est qu'une fois que vous le tenez, vous ne pouvez pas vous en détacher, parce que psychologiquement, c'est juste impossible. Vous êtes tellement stressé que vous ne pouvez plus le lâcher, et ça vous bloque complètement la gestuelle. Donc ce que je vous conseille, c'est, dès que vous allez prendre la parole en public, lâchez vos mains. C'est ce que je disais à mes élèves, lâchez vos mains, n'emportez rien avec vous. Eux, ils avaient la fâcheuse manie de prendre avec eux des stylos 4 couleurs, ce qui fait qu'à l'issue du concours, on leur en a offert parce qu'ils avaient tellement d'amour pour leurs 4 couleurs qu'on leur a redonné. Donc à chaque fois, je leur disais, laissez votre 4 couleurs à votre place, vous venez, vous lâchez vos mains, vous ne tenez rien, et ça vous permet après d'utiliser vos mains pour appuyer ce que vous dites. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué chez plusieurs d'entre vous, donc c'est un conseil que je vous donne. Sur le regard, je suis très agréablement surpris, parce que la plupart d'entre vous, pour ne pas dire la quasi-majorité, a réussi, tout en s'appuyant sur son texte qui est écrit, à vraiment nous regarder et à nous emporter. Le regard, c'est un élément extrêmement important quand on s'exprime à l'oral. C'est au moins aussi important que ce qu'on dit. Et vous avez réussi à utiliser le regard de façon intelligente, c'est-à-dire pas à nous parcourir un petit coup d'œil rapidement, c'est à rester sur nous, nous regarder, nous impliquer. Et même quand vous étiez en train de parler de choses assez difficiles, vous avez réussi à rester accroché et ça vous rend un service immense parce que vraiment, dans ce cas-là, vous pouvez nous impliquer. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu. Pensez à faire des accroches quand vous parlez d'un sujet comme ça. Évitez la formule « alors j'ai choisi pour héros ». Non, partez direct, mentionnez quelque chose de sa vie, peut-être un élément un peu surprenant, quelque chose d'inattendu. Vous nous parlez de ça et après vous nous dites « aujourd'hui, je vais vous parler de telle personne ». Donc ça, c'est un conseil que je vous donne, ça permet de nous embarquer directement. Également, où est-ce que j'en étais ? Pensez à essayer de moduler votre voix, à vraiment mettre votre intonation au service de ce que vous êtes en train de dire. Quand vous parlez de quelque chose de tragique, prenez une voix profonde pour impliquer les gens. Et quand vous parlez de quelque chose de plus léger, essayez de varier un peu, de monter un peu. Enfin, essayez de ne pas rester sur la même note tout le temps, afin de ramener l'attention publique, parce que quand on écoute des gens sur une longue durée, il y a forcément un moment où on risque de décrocher, et moduler la voix, ça permet de ramener l'attention à la personne. Donc ça, voilà, c'est un conseil. Je crois que j'en ai à peu près fini. Voilà, essayez de travailler sur la gestuelle, sur l'intonation, mais
En tout cas, vos histoires sont intéressantes. Utiliser son histoire personnelle, ça fonctionne très très bien, surtout dans ce cadre-là. Et puis, le regard, vraiment bravo, parce que ça, je suis très très agréablement surpris. Et j'aurais dû emmener mes élèves avec moi aujourd'hui et leur dire, regardez comment ils savent regarder les gens et prenez-en de la graine. Donc merci beaucoup à vous tous. Juste un mot pour vous dire que je vous ai vu aujourd'hui dans un contexte un peu différent et je suis très fortement impressionné par ce que j'ai vu et entendu. Je pèse mes mots. Je suis extrêmement fier d'être le proviseur d'un lycée dans lequel il y a de tels élèves. Et nous en avons entendu aujourd'hui 9, mais j'ai bien compris que toute la classe y avait travaillé, et chacun avec le même enthousiasme, le même intérêt. Et je suis sensible aussi au progrès qui a été fait et qui a permis d'arriver à ce résultat-là. Vraiment, je vous le redis, je suis extrêmement fier et vraiment très très heureux de ce que j'ai entendu et vu, d'autant plus que c'est un exercice d'une difficulté considérable. S'exprimer devant un public comme vous l'avez fait, c'est très difficile. Et on connaît des jeunes ou des moins jeunes qui ont de l'expérience, qui en ont l'habitude et qui n'ont pas toujours l'aisance que vous avez su montrer jusqu'à un certain point. Et je vais vous faire une confession. Moi, j'ai enseigné pendant pas mal de temps. J'ai perdu un petit peu cette habitude. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 types d'orateurs. Il y a les marathoniens et les sprinteurs. Et je le sais d'autant plus que moi, je ne suis pas un sprinter. Je suis un marathonien. Et lorsque vous demandez à quelqu'un d'intervenir 3 minutes, 4 minutes ou 5 minutes sur des antennes de radio, à droite, à gauche, dans des contextes où vous n'avez qu'un temps très très court pour vous exprimer, c'est là dont je parle. Je parle d'un sprinter. Si dans ce temps-là, vous n'arrivez pas à trouver vos mots, à vous exprimer comme vous le souhaitez, à convaincre votre auditoire, c'est perdu. L'occasion est perdue. Voilà, je vous le dis, c'est tellement difficile qu'on peut précisément être bon dans la durée. Moi, je sais que je suis bon au bout d'1 heure ou 2, mais que pour s'exprimer sur 2 ou 3 minutes, c'est un travail extrêmement difficile que vous avez su réaliser formidablement, et je vous félicite tous. Alors bonjour à tous. Alors je sais que la robe peut impressionner parfois, mais en tout cas aujourd'hui c'est vous qui m'avez impressionné, dans le sens où j'ai été agréablement mais vraiment charmée, surprise de voir à quel point, en étant aussi jeune, vous avez la capacité et la maîtrise du langage, la maîtrise de la voix. Et donc je me doute bien que derrière tout ça il y a le corps enseignant, madame, il y a toute l'équipe de cette magnifique association et initiative, donc je les félicite, j'en profite Padina pour avoir le micro pour te féliciter vraiment. J'ai été vraiment, de Nikita à Sabrina, j'ai été charmée tout au long des 9 plaidoiries que j'ai entendues. Alors d'autant plus que c'est vrai que j'ai un regard et une expérience qui aurait pu être assez dramatique pour vous, parce que c'est vrai que moi-même j'ai fait 2 concours internationaux de plaidoirie avant d'être avocate. Donc ce que vous avez ressenti aujourd'hui quand vous avez pris la parole, je l'ai ressenti donc avant de devenir avocate, et je pense que ces expériences-là peuvent forger un avenir certain. C'est-à-dire que quand vous avez compris les techniques de la prise de parole, quand vous avez réussi à surmonter la peur, parce que cette peur elle existe, donc de venir parler devant ceux qui sont avec vous tous les jours dans la même classe, quand vous avez réussi à ressentir le plaisir, parce que c'est ce plaisir-là qui fait qu'on a envie de reprendre le micro, qu'on a envie de reprendre la parole, si vous l'avez ressenti aujourd'hui ou durant toute cette expérience que vous avez faite, vous la ressentirez certainement dans votre avenir professionnel. Et je vous le souhaite, parce que vous aurez certainement des parcours très différents, mais ce que vous avez ressenti aujourd'hui, cette peur mêlée avec cette
c'est encore ce plaisir, mais qui n'est palpable que par celui qui le transmet. Parce qu'il y a le plaisir que vous ressentez, vous, à prendre la parole, et il y a le plaisir que vous donnez à la personne qui vous écoute, qui vous regarde, et qui en fait est embarquée par ce que vous nous racontez. Donc vraiment, je vous félicite tous et toutes, notamment pour la qualité de votre écriture déjà, parce qu'avant de prendre la parole, il faut savoir bien écrire, et la qualité de l'émotion ou de la conviction que vous avez mis. Pour certains, il y avait vraiment de l'émotion, pour d'autres, c'était de la conviction, pour certains, c'était même de la séduction. Donc bravo à toutes et tous, et vraiment, je ne peux que vous féliciter et vous encourager à continuer encore et encore. Bon, après tous ces éloges, je vais poursuivre. Je voulais remercier déjà Monsieur Guig, Padina et Madame Hervas de nous avoir accompagnés dans ce projet magnifique. J'avais suivi les étapes précédentes, mais vos prestations m'ont énormément étonnée. Je suis fière de vous tous et toutes. Et bravo, parce que je pensais que vous alliez parler trop vite, qu'on allait mal vous comprendre, mais pas du tout, aucun d'entre vous. Vous avez tous joué le jeu très bien. Je voulais remercier aussi les autres élèves de la classe qui n'ont pas pu participer, mais qui se sont engagés dans le projet aussi, qui avaient écrit un texte, mais qui n'ont pas été retenus pour des raisons diverses. Mais je suis d'accord, cette expérience va vous profiter, et félicitations encore une fois. Bravo. On va maintenant remettre les prix. Puisqu'une fois qu'on a dit que tout le monde avait très bien joué le jeu et s'était très bien comporté, il va même y avoir un classement. Il y a donc 3 prix qui ont été proposés. Et je dois vous le dire, sans trahir les délibérations du jury, qu'il y a eu une unanimité entre nous sur ce classement-là. Alors, on va commencer par le troisième prix. Le troisième prix. Madame Gibaud, vous voulez l'appeler? Oui, bien sûr. J'appelle Sabrina. J'appelle Sabrina, mais sans son personnage, hein, sans son héros. C'est la parole si tu veux, mais est-ce que pour essayer d'être le représentant du jury, nous avons été sensibles, Sabrina, nous avons été sensibles d'abord et en premier lieu par un propos tout à fait surprenant, peut-être même provocateur jusqu'à un certain point, qui relève d'un exercice un peu particulier parce qu'il s'agit précisément de défendre ce qui nous semble être indéfendable, ce personnage de Sceaux, et pour cela il fallait une sacrée audace, un sacré talent d'écriture, et porté par votre voix et votre maintien, c'est ce qui nous a séduit et ce qui fait que vous avez ce prix-là. Vous voulez dire un mot, Sabrina? Vous n'êtes pas obligée, hein. La félicitations. Alors ensuite, eh bien, c'est le deuxième prix qui est attribué à Mathéo. Je regarde un petit peu parce que moi je découvre les prix. Oui, évidemment, ça monte en gamme du troisième prix au deuxième prix et ainsi de suite. Mathéo, peut-être que quelqu'un veut faire un commentaire, dire un mot sur Mathéo. Très rapidement, j'ai vraiment beaucoup aimé votre propos, surtout parce que vous avez précisé que c'était votre grand-père ou arrière-grand-père, alors je ne sais plus à quel étage de la généalogie, tout à la fin. Ce qui fait qu'on a déjà on s'intéresse déjà à son histoire avant de comprendre le lien personnel, et déjà sans savoir que vous y êtes relié, on se dit ouais quand même quoi.
Et là, après, vous nous dites c'est votre grand-père, on se dit ah oui, donc on comprend pourquoi il l'a choisi, mais déjà avant, ça nous semblait vraiment une histoire intéressante. Et voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'effet de surprise finale. Pour rajouter, Mathéo, c'est vrai que tu nous as embarqués dans ton histoire. Et ce qu'on a vraiment tous apprécié, je pense, c'est cette émotion que tu nous as fait ressentir à la fin, en nous dévoilant finalement l'identité de ton héros. C'est ça qui nous a bluffé parce qu'on a écouté vraiment avec attention et la chute était très belle. Donc c'est vraiment ça qui a retenu, en fait, en tout cas pour ma part, mon attention. C'est la maîtrise de l'écriture avant la prise de parole. Cette maîtrise de l'écriture, ce suspense qui nous tient jusqu'au bout, c'est surtout ça qui nous a vraiment charmés. Et donc, pour finir ce très beau concours d'éloquence, celui qui a obtenu à l'unanimité, encore une fois, le premier prix. Wissam. Ah, il s'y attendait, non ? Alors, déjà, félicitations Wissam, vous le méritez amplement. Je voudrais remercier toute la classe parce que j'ai eu des moments un peu plus durs que les autres avec vous. J'ai été exigeante, j'en ai totalement conscience, mais c'était à la hauteur de vos capacités. Donc les moments où vous m'avez trouvé un peu dure, wesh madame, là c'est pas possible. Donc là clairement je tiens à vous féliciter tous, un à un, pour votre engagement, pour tout ce que vous avez fait pendant toute cette séance. Et encore une fois, félicitations Wissam, félicitations Sabrina, félicitations Mathéo. Vous méritez ces places et pour le groupe qui est intervenu aujourd'hui, vous savez que nous allons passer une journée ensemble en sortie, donc pour se féliciter nous-mêmes, moi aussi par la même occasion. Donc voilà, félicitations à tous, c'était juste un petit dernier mot pour vous remercier. Merci. Je voudrais dire quand même un mot sur la prestation de Wissam. À titre personnel, j'ai été vraiment emballé par ta prestation, d'abord par le contenu. Tu nous as parlé d'une héroïne qui est assez peu connue, sauf des huguenots, des protestants, Marie Durand. Si vous avez l'occasion d'aller à Aigues-Mortes, effectivement, vous trouverez sur les murs tracé, dit-on avec ses ongles, ce mot « résister ». Et on a senti qu'il y avait une forme d'implication personnelle très forte de ta part dans la façon de la présenter et de défendre la cause qu'elle a défendue. Et par ailleurs, tu as une vraie présence physique tout à fait remarquable. Je te félicite de cette très belle prestation. Rajouter un petit mot parce que tu es le seul, vraiment, qui a réussi pendant toute la durée de l'exercice à te détacher complètement de tes notes. Et ça, c'est vraiment remarquable, surtout avec le stress et l'émotion. On est toujours tenté de lire. Et en tout cas moi, pour ma part, j'ai ressenti ton regard. Et tu es resté longuement sur moi. Et donc, je suis contente de te dire que tu as gagné. Ça porte ses fruits de regarder les membres du jury dans les yeux. Vraiment, ça porte ses fruits. Merci. Finalement, je vais dire exactement la même chose. Il y a un moment où effectivement je me suis dit qu'il y avait quelque chose. C'est, alors je ne sais plus exactement ce que vous étiez en train de dire, mais vous parliez de quelque chose de très grave, d'assez horrible. Et alors vous l'avez fait pour tout le monde, mais vous m'avez regardé dans les yeux pendant une durée, peut-être moins 5 secondes. Et vous vous rendez pas compte, mais c'est totalement différent de parcourir un peu les gens du regard et de les fixer dans les yeux pour les impliquer le plus possible. Ne pas détacher le regard quand vous êtes en train de dire quelque chose de vraiment fort, ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça, vraiment bravo là-dessus. Peut-être. Eh bien, pour clôturer ce concours, vous le savez, une collation, un goûter
est organisé pour vous à l'étage. Il faut voir comment on va rejoindre l'étage pour cela, mais vous êtes tous invités à cette collation. Donc si j'ai bien compris, Wissam est invité à l'Assemblée, c'est ça, pour concourir dans le cadre. Vous voulez nous en dire un mot ou pas de la façon dont ça se passe? Donc les gagnants de chaque lycée, j'allais dire université, mes origines me trompent, c'est ça, sont invités à concourir à un concours du coup qui aura lieu à l'Assemblée nationale le 20 juin. Et toute la classe, les autres classes, vous êtes aussi invités à venir les soutenir avec plaisir. Alors le sujet, je ne l'ai pas, on l'a ou pas? Alors, de mémoire, donc est-ce que... On prend le risque ou pas? Globalement, c'est la France de vos rêves. Voilà. Donc une plaidoirie de 10 minutes. Donc ce sera une plaidoirie de 10 minutes, hein, donc beaucoup plus long. Ouais, on va travailler. Voilà, c'était juste dernière petite. Très bien, merci. Bonne journée.